il y a plein de choses qu'on peut évaluer sur le spectre d'intensité. Donc là, par exemple, c'est mes valeurs à moi sur un vélo. Seuil 1, 150 watts, mesuré au lactate. Seuil 2, 250 watts, au lactate aussi. Puissance critique, 285 watts. Pourquoi la différence, vous me direz, entre un seuil 2 au lactate et un seuil 2 mesuré en puissance critique? Je vous l'expliquerai juste après. Mais en gros, pour des gens très entraînés, ces deux paramètres vont être très proches l'un de l'autre. Pour des personnes un peu moins entraînées, il peut y avoir un delta plus important. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Puissance sur 12 minutes, puissance sur 3 minutes, qui sont du coup dans le domaine sévère, vous l'aurez compris, hein, dans le rouge, et la puissance max à 1250 watts. Donc, tu vois que sur le spectre d'intensité, il y a tout ça là. Alors, on peut faire des efforts, mais il n'y a pas grand-chose à délimiter et à déterminer dans cette portion-là. Des tests de performance purs par rapport à ce qu'on doit faire en tant que sport, certes, mais des choses qui vont nous aider pour planifier l'entraînement, quantifier les progrès, individualiser les choses. Un sprint, c'est toujours bon à avoir, ok? Seuil 1, seuil 2. C'est véritablement les valeurs les plus intéressantes qu'on va pouvoir mesurer, évaluer sur le spectre d'intensité. Vous me direz, donc le rugbyman, il va plutôt faire des sprints et le cycliste, il va plutôt faire de la basse intensité et déterminer les seuils. Alors certes, si on prend par rapport à la dominante générale de la discipline sportive, mais à mon avis, pour ces deux types d'athlètes, toutes ces valeurs sont intéressantes. Parce que le rugbyman, on veut qu'il soit puissant, on veut qu'il puisse développer un pic de puissance élevé ou un pic de vitesse élevé en course à pied. Donc c'est quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier dans le temps, qu'on peut entraîner, hein, sprint, répétition de sprint, etc. Mais selon ses besoins, c'est tout aussi important de mesurer son seuil 1, seuil 2 pour qu'il puisse développer son endurance fondamentale. Hein, j'ai eu le retour d'un footballeur, pas plus longtemps qu'il y a 3 jours, qui a commencé ma prog d'endurance longue, qui est en gros focus basse intensité et intensité soutenue, donc du travail de tempo seuil pour ceux qui parlent un peu en terminologie de sport d'endurance. Et même pour un joueur de foot, il m'a dit en 4-5 semaines, il a senti des progrès flagrants sur son endurance sur le terrain, alors qu'il a fait sur vélo. Donc rien à voir avec son sport. Et on aurait pu me dire, ouais, mais ce n'est pas spécifique. Ben, c'est justement pour ça que c'est intéressant. Parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas vrai pour tout le monde et partout, mais de manière générale, on est dans une tendance d'hyper-spécificité. Ce qui est compréhensible pour des disciplines telles que le CrossFit, le MMA, qui sont très chronophages, où il y a beaucoup de disciplines techniques à développer, à apprendre. Donc on se dit, ok, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vraiment faire ce que j'ai besoin de faire, donc je vais faire mon sport et puis je vais laisser le reste de côté. Je comprends la réflexion. Et dans un premier temps, ça peut fonctionner. Mais quand on commence à pousser les intensités, les entraînements, les performances à un haut niveau, il faut reconsidérer la PPG en fait. La préparation physique générale, qui, il semblerait, on a oublié un petit peu. Alors on le fait en force, on le fait en hypertrophie, on fait ces choses-là, mais au niveau cardio, on est en train de sauter le pas, mais il manque encore cette étape supplémentaire. La PPG, elle est sous-développée à l'heure actuelle. Et ce qui est cool avec la PPG, pour revenir à ce qu'on disait avant Guillaume, c'est que tout ce que tu fais en PPG va avoir un effet positif sur le sportif. Peut-être pas directement dans ses performances de compétition, mais si ça te donne un athlète qui est plus complet, mieux développé, plus sain et qui peut mieux tolérer les entraînements, il y a des chances que sur le long terme, ce soit très très bénéfique. Et donc ce développement d'endurance fondamentale, même pour des sports d'équipe, ça peut être très très intéressant. Et donc pour le cycliste, pareil. Le cycliste, lui, il va faire une étape de 4 à 6 heures de vélo et dans les 10 derniers kills, il faut qu'il envoie la pâtée pour aller gagner son événement. Donc autant il faut qu'il ait l'endurance de monstre, mais si tu veux gagner des étapes, il faut être très très puissant aussi. Donc le pic de puissance, il est d'autant plus intéressant. Et ce qui est intéressant maintenant, ce qui se fait en cyclisme de plus en plus, c'est de quantifier le paramètre de durabilité. Hein, parce que faire un énorme score sur 20 minutes en vélo par exemple, c'est cool, mais il y a pas mal de monde qui peut faire les mêmes chiffres que les pros sur un 20 minutes quand ils sont reposés. Par contre, il y a très peu de monde qui peut faire les mêmes chiffres que les pros sur un 20 minutes après 3000 kJ de travail. Donc après 3 à 4 heures d'entraînement ou de course par exemple. Et chez les cyclistes, c'est ça qui fait la différence. Hein, c'est la durabilité. C'est dans quelle mesure je peux réduire
en gros, à quel point ma performance va décroître au fur et à mesure que je fatigue. Résistance à la fatigue. Et ça, je pense que c'est un paramètre très, très intéressant. Pareil pour le rugbyman, parce que c'est cool d'être bon dans les 40 premières minutes. Mais selon le match, si c'est serré, c'est dans les 10 dernières que ça se joue. Et donc, est-ce que tu es assez résistant à la fatigue pour pouvoir faire la différence dans les 10 dernières minutes? Donc, c'est d'autant plus intéressant pour ces personnes-là d'avoir une bonne base d'endurance fondamentale, une bonne résistance à la fatigue. Donc, je dirais que peu importe la population, dès le moment où on est compétitif et qu'on passe beaucoup de temps à s'entraîner, ça vaut la peine de déterminer ces différentes valeurs pour pouvoir orienter ses entraînements au grand minimum une fois par année pour pouvoir dire est-ce que je progresse ou pas. Tes barres d'haltéro, c'est facile. Est-ce que ton ARM il est monté entre 2021 et 2023? J'espère. Hein? Et sur les seuils, il devrait aussi monter progressivement. Si ce n'est pas le cas, il manque quelque chose quelque part. On se rappelle que, et j'en reparlerai cet après-midi, plus tard, tous ces paramètres métaboliques, c'est des choses qu'on peut développer pendant littéralement des dizaines d'années. Hein? Donc tout au long de ta carrière de sportif, tu devrais pouvoir développer ces choses-là. Alors bien sûr, tout comme la force, à un moment donné, tu atteins un certain niveau, ça va te demander énormément de temps de travail pour continuer à développer ça vers le haut. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver pour chacun, mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est sous-développé chez la majorité des personnes. Et là, on va regarder principalement ce qui se passe sur ce côté-là du spectre. Donc, puissance max, c'est assez clair. Hein. Tu te mets sur un vélo, tu calibres la résistance sur un bike erg, par exemple, pour pouvoir exprimer un sprint maximal qui va en général se trouver entre 115 et 130 RPM en termes de cadence. Donc, tu fais un ou deux essais à vide et assez courts pour tester la bonne résistance, puis après, tu envoies la sauce et puis tu notes ce qui est marqué sur l'écran, tout simplement. Okay, y a un coach avec qui j'ai parlé récemment, un préparateur physique qui travaille avec des combattants en MMA, qui lui utilise une répétition de sprint comme test de performance pour ses combattants. Donc, c'est je ne sais plus si c'était du 8,52 ou du 12,48, l'un ou l'autre. En gros, 10 secondes à fond, 50 secondes de repos, tu répètes ça 6 ou 8 fois. Et tu regardes les valeurs de puissance sur chaque sprint, le décrément de puissance entre la première et la dernière, la moyenne. Et ça, c'est quelque chose que tu peux réévaluer pour quantifier les choses. Et ce qui était intéressant, le retour qu'il m'avait fait, c'était qu'en à peu près 8 à 10 semaines, à peu près 2 heures de basse intensité par semaine pour ses combattants, il avait augmenté les perfs de manière générale, mais le plus flagrant, c'était que le décrément de puissance entre la rep 1 et la rep 6, elle était beaucoup moins importante une fois qu'il avait mis en place cette endurance fondamentale. Parce qu'on se rappelle que oui, tu vas très lentement, non, ça ne ressemble pas à ton sport, mais si ça t'aide à récupérer des trucs vachement difficiles, ça fait partie de ton sport au final.